Merci d'être là, tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à un autre épisode de L'humain derrière l'entrepreneur. Ce soir, j'ai la joie immense de recevoir Serge Durand, un entrepreneur qui est un homme d'affaires, qui est un musicien. Donc, ce soir, c'est avec Serge qu'on va discuter. Yes, Salut enchanté. Serge, comment ça va? Ça va bien, Nick? Moi, Yes. quand je te vois, ça va toujours bien. Merveilleux. Bienvenue à cet épisode. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur, merci. Écoute, ça me fait plaisir. Moi, je connais quand même assez bien ton histoire, puis je trouvais que c'était vraiment intéressant. Ça va être le fun. Les gens vont te découvrir. Les gens ne te connaissent pas tant que ça parce que tu es actif sur les réseaux sociaux. Pas tant que ça. Je ne suis pas quelqu'un qui se révèle à la base. J'ai appris à garder ce que je fais dans une certaine réserve. Ça fait que je suis pas vraiment du genre à Ouais. m'exprimer au grand public. C'est pas vraiment Ouais, mon c'est fort. ça. Puis pourtant, tu sais, comme je t'ai dit souvent, puis je vais te le redire, tu sais, t'as une personnalité qui est vendeur. Les gens, ils t'aiment. Partout ce que tu vois, les gens, ils t'aiment. Tes clients, ils t'aiment. Il y a des clients, on va en reparler tantôt, il y a des gens qui ont eu leur vie changée grâce à l'entraînement avec le support de Serge. Mais des fois, tu sais, c'est peut-être ton côté artiste. Souvent, on dit que les artistes ont plus de difficultés à se vendre que les autres, ce qui est pas mal vrai souvent. C'est pas faux. C'est pas T'sais, faux. C'est ici, pas faux. sur le groupe, sur J'achète québécois, J'achète local, il y a beaucoup d'artistes. Je parle avec eux. La problématique, c'est qu'ils ont de la difficulté à se vendre. Toi, tu as un côté artistique. Sportif, entrepreneurial, mais tu as le côté artistique. Absolument. On pourrait en revenir un peu Bien plus sûr. tard dans l'entrevue. C'est bon. Donc, il n'y aura pas d'annonce ce soir, fait que vous ne pourrez pas aller vous chercher personne, ni de verre de lait, ni de verre d'eau, ni de bière. Si vous ratez une partie du podcast, de l'entrevue, vous pourrez aller la voir en reprise. Elle va rester dans la section événements sur le groupe J'achète québécois, J'achète local et canadien. Donc, on va commencer, moi j'ai hâte, on va commencer par parler de ton enfance. Toi, tu es né ici à Montréal. Ouais, je suis né ici à Montréal. Je suis né en 78. C'est pas baby boomer, là. Je pense que je fais partie d'une génération qui a encore certaines valeurs. Parce que quand je regarde comment le monde circule aujourd'hui, c'est comme, oh my God, tellement de choses ont changé. Tu sais, c'est comme, une affaire que j'ai compris dans la vie, c'est que tout ce qu'on nous a appris ne s'applique plus. Tu dois t'adapter. Tes parents t'ont appris certaines valeurs quand t'es petit, mais tu arrives à l'âge adulte, tu peux plus les appliquer réellement. Tu sais, c'est dur pour des personnes comme nous qui ont eu des valeurs intégristes de les appliquer parce qu'on est considéré vieux jeu. Ouais. C'est ça l'affaire. Né à Montréal, haïtien d'origine. La plupart de ma vie à Montréal-Nord. J'ai grandi dans le quartier Jean Talon, Ouais, OK. puis maternelle, première année, vers Jean Talon, l'accordeur, là. OK. Tu sais, il y avait un Canada avant, là. Ouais. Ouais, non, ils l'ont capote fini. Plus besoin de gaz. D'autres condos. Là, ouais, c'est ça. Il y a, dans ce secteur-là, dans le jus, il y a énormément de condos Je qui te sont jure, bâtis. c'est Là. rendu la norme. Ouais. C'est messed up, là. Ben, écoute, pour les entrepreneurs en immobilier, c'est au pied carré, tu sais, tu as un terrain, là, au pied carré, si tu veux faire des logis puis les revendre, c'est ça qui est le plus payant à faire des condos. Parce que faire un édifice de 4 ou de 6 étages, il n'y a pas une grosse différence rendue là au niveau des coûts. OK. Mais tu sais, si tu rajoutes sur 2 étages, mettons 8 unités, c'est quasiment 2 millions. C'est pour ça qu'ils le font. Je ne sais pas, pour vrai, tu sais, vous me direz, les amis, s'il y a un besoin pour avoir tant de condos. C'est rendu la norme, les condos. Les blocs appartements, ben, c'est passé date. Ouais. Mais des condos, je sais pas. Écoute, c'est sûr que, tu sais, si on T'sais, réfléchit à ça, les personnes âgées, ben, eux autres, Mais souvent, moi, mon vont problème, c'est que les condos vont quasiment coûter soit aussi cher ou plus cher qu'une hypothèque. Ben, ça t'appartient, mais t'as d'autres personnes dans le même bloc. Ouais. Tant qu'à ça, t'es mieux d'avoir ta maison, il me semble. Ben, Je sais pas, c'est une question de aussi ce que je perspective, pense, mais c'est là. comme... C'est sûr que... Moi, j'en ai déjà eu un condo, mais on était jeunes, c'était cool, c'était Oui. chill, c'était comme Oui, c'est trendy. un appartement trendy, puis, tu sais, bien c'est sûr. insonorisé. Tu sais, des fois, t'as 2 étages. Mais t'as les frais de condo. J'ai pas toutes les connaissances en immobilier, Non, moi mais... non plus, là, mais...
T'sais, moi, je me dis, tant qu'ils continuent d'en bâtir, c'est parce qu'il y a du monde qui en achète. C'est un peu ça. Mais ceci étant dit, là, en fait, vous avez bougé un petit peu à un moment donné en Joux. Là, vous avez déménagé à Montréal-Nord. Exact. OK. Là, t'avais quel âge rendu là? Quand j'ai quitté Jean Talon, j'avais 8 ans. Fait que à Montréal-Nord à 9 ans. J'ai continué mon primaire, arrivé en 3e année. 9 ans, c'était 3e année. J'allais à l'école Adélard des Rosiers, qui est sur Léger, près de la Cordeur, là. Ouais. J'ai fait jusqu'à ma 5e année. J'ai doublé ma 5e année. Après ça, je suis allé à l'école Jules Verne. OK. J'ai terminé mon primaire là, puis j'allais à Henri Bourassa, juste à côté. J'ai fait mon secondaire à Henri Bourassa, là. C'est pas mal ça, mon parcours d'enfant. Puis, être enfant à Montréal-Nord, ça ressemble à quoi? Ben, écoute, sérieux, là, être enfant à Montréal-Nord, t'avais de l'action, mais ouais, boy, j'ai pas eu le même vécu que plusieurs personnes. À Montréal-Nord, c'est qu'il était cool quand t'avais des cousins, des grands frères qui, tu sais, qui sortaient de gang. Oh, c'est le petit frère à Jean-Baptiste, c'est le petit frère à David. C'est comme, oh shit, tu sais, c'est comme, j'avais pas cet entourage-là, moi. Ouais. J'étais pas mal laissé à moi-même. Fait que, tu sais, j'avais pas cette affiliation-là que, yo, ton frère est au secondaire, mais yo, comme, tu sais, t'avais quand même une certaine protection. Ouais. Moi, j'en avais pas. Ouais. Fait que j'ai pas eu ce vécu, j'ai pas eu ce surrounding-là. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça pénible grandir dans ce temps-là. Moi, j'ai vécu l'intimidation tout au long de mon... je vais te dire, franchement, je l'ai vécu au primaire, je l'ai vécu au secondaire. Pourquoi, moi? I have no freaking idea. Mais j'ai trouvé ça pénible. Puis j'avais hâte d'en finir avec le secondaire. Puis pourtant, j'étais un bolé à l'école, là. Ça n'a peut-être pas l'air, mais j'étais quelqu'un qui réussissait bien mes cours. Puis parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai doublé ma 5e année à Adelaide, moi, de nature, je suis quelqu'un qui déteste perdre. Je déteste perdre. Puis l'idée de savoir que j'allais redoubler avec des petits culs de 4e, ça m'a comme, no fucking way. Ça a touché ton orgueil. Ouais, ça a touché mon orgueil. Ouais, fait que j'avais pas besoin que les parents me disent, Serge, reprends-toi pour l'année prochaine. J'ai passé de 0 à excellent. J'accumulais des mentions d'excellence parce que j'aime pas perdre. Ta fierté. Ma fierté a pris un coup. J'ai compris que j'étais pas venu dans ce monde pour perdre. Je sais pas comment ça allait se faire, mais il était hors de question que je restais en arrière tandis que tous les autres montaient. Ça, là, je pouvais pas me le permettre. Impossible. Mais tu sais, avec le recul, est-ce que tu penses que cet événement-là précis, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit comme, non, OK, moi, je peux avoir un genou à terre, mais il me reste une jambe pour me lever, puis regardez-moi me relever. Absolument. Absolument. Mais, encore là, qu'est-ce que ça a causé? C'est que, en devenant cette personne qui se dédiait d'une certaine manière à ses études, qui voulait exceller, mais ça amenait un certain hate. Parce que je n'étais pas dans le mood du jeune noir à Montréal-Nord. T'étais pas assez bandit pour le reste de la gang. Les filles ne s'intéressaient pas à moi. J'étais trop coincé, selon eux. Mes parents, tu sais, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Tu sais, moi, j'avais donné une paire de souliers par année. Puis j'avais intérêt à la conserver. Il y avait des chances que je commençais l'année prochaine avec. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais pas la paire de Air Max ou des Patrick K-Wing à chaque 3 mois. Fait que, tu sais, côté style, c'est comme, ouais, t'es gentil, mais non. Ça donnait ça. Mais je continuais d'exceller dans les cours, j'accumulais les mentions d'excellence, mais j'étais pas assez cool pour hang avec le crowd. Ouais. C'est ça qui s'est passé. Tu me parles, on est de la même génération. Ouais. C'est vrai qu'à un certain moment donné, tu sais, de vouloir être cool, de vouloir avoir les souliers, d'avoir assis, de vouloir avoir les griffes, puis les... Est-ce que tu penses que c'est une des raisons pourquoi il y a des jeunes, à un moment donné, qui bifurquent, qui font comme, ouais, les écoles... L'école, c'est pas cool. Si je vais à droite, c'est cool. Je vais avoir des belles marques, je vais avoir de l'argent dans les poches. Je dirais pas que c'est ça. Quand j'y réponds, c'est accessoire. C'est parce que tout ça, c'est de la pacotille, tout ça.
Est-ce que c'est ça qui aurait changé la donne? Parce que tout change après le secondaire. Ouais. Quand tu arrives au secondaire, tu as l'impression comme that's life. Ouais. C'est pas life. Tu sais, les personnes avec qui tu t'identifiais, tu te rends compte qu'arrivé au cégep, oh, ils ont leur premier char, ils ont leur premier appart, sont plus avec la même copine. Les intérêts changent parce que, tu sais, il y a une part d'hormones là-dedans. Là. Quand tu es au secondaire, tu sais, tout le monde voit que au secondaire, life c'est college, life c'est d'être le plus stylé, c'est de spawner la chick la plus populaire. Mais ça change tout après, là. Fait que, tu sais, tout ça, c'est bon pour 5 ans. Ouais. Après ça, Cégep, là, vraiment, en tout cas, moi, j'ai trouvé que du secondaire au cégep, la mentalité différente. Tout le monde, absolument. on dirait qu'on va vraiment prendre un autre niveau. Ben ouais, de j'étais au conscience, cégep, puis tu remarques que les gens ne s'attardent pas de quoi t'as de l'air. Les gens vont à leur cours, puis tu passes inaperçu dans les couloirs. Tu rentres dans ton cours, mais assis-toi là. Ouais. T'entends pas qu'ils te regardent. Ah ouais, c'est cool. Après les cours, il n'y a pas de ça, là. Heureusement. OK, hey, moi aussi. Ouais, sciences humaines. Sciences humaines aussi. Donc, ouais, T'es au secondaire, t'es pas trop populaire, t'as pas le corps que tu voudrais, t'as pas Vraiment l'événement pas. que tu voudrais. Vraiment Puis, pas, ouais. puis c'est là que t'as commencé à répondre en faisant du bodybuilding. pas nécessairement ça arrive. Oui, mais la transition n'est pas pareille. Au fond, j'ai vécu encore ce que j'ai vécu comme intimidation de secondaire 1 à secondaire. Ça s'est estompé vers le 4-5. Mais 4, j'étais pas le gars populaire. Ce qui a changé, c'est que j'ai commencé à rapper vers secondaire 4. Mais encore là, j'étais le non-fit guy qui rappait parce que je rappais à des gars cool. Mais tu sais, j'avais mon ami dans le temps. Tu sais, c'est lui qui m'a montré comment rapper. Tu sais, lui, c'était le gars populaire. Toutes les filles voulaient sortir avec. Fait que, tu sais, c'est sûr, moi, à côté, j'étais le sidekick. Comme Robin après Batman. Ouais. Et on était dans un groupe qui s'appelait La Pègre, dans Back in the Days. On était comme 10 dans le groupe, là. C'était comme le Wu-Tang de Montréal, non. Ah ouais, Tu sais, on était 10, puis tout le monde avait leur style. T'avais le Method Man, t'avais le Jizza, le RZA, t'avais le Ghostface Killer. Regarde, écoute. Puis, encore là, moi, tu sais, je fitais dans le groupe, dans le style que moi, j'étais le lyriciste du groupe. J'étais le gars qui amenait le knowledge dans mes textes. J'étais pas flamboyant. Ma manière d'écrire était encore comme trop basée. En tout cas, j'avais du travail à faire. Mais moi, quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à fond. Je pratiquais mes textes. J'allais chez mon meilleur ami, il m'aidait à corriger. Tu sais, Serge, tu devrais remplacer ce mot-là par ça. Tu t'essouffles un peu trop quand tu rappes. Fait que moi, je voulais. Parce que moi, je me suis toujours dit, je suis venu dans ce monde-là pour être quelqu'un. Quand, comment, je sais pas. Parce que moi, une autre chose que je t'ai pas parlé de mon enfance, c'est que moi, avant de rapper, j'étais un fan de hockey. Je voulais jouer dans la Ligue nationale. Et depuis tout jeune, je collectionne des cartes de hockey. Tu sais, ma première équipe que j'aimais, c'était les Oilers d'Edmonton. Tu sais, mon idole, c'est Mark Messier. Puis après, tu sais, j'aimais les Canadiens pendant un moment donné, jusqu'à ce qu'ils se débarrassent de Patrick Roy. En tout cas, longue histoire courte. C'est l'histoire de bien d'autres Ouais, c'est l'histoire de ben d'autres court. amateurs de hockey. Fait que, tu sais, au fond, qu'est-ce que je veux te dire, c'est que je voulais trouver ma voie dans quelque chose que j'allais être grand. Moi, tout ce que je voulais faire, je voulais être grandiose. Je voulais jamais rien faire à moitié. Je me suis dit que dans le sport, je veux faire le meilleur. Je travaillais, mais comme mes parents n'ont jamais pu vraiment m'inscrire dans des sports, fait que, tu sais, je jouais du hockey cosum. Tu sais, je me débrouillais avec mon stick handling, mais je jouais du cosum. Ils me payaient pas des patins. Tu sais, dis-toi que moi, à cet âge-là, au secondaire, tu sais, on vit dans un monde maintenant que, malheureusement, je trouve que les gens demandent tout à leurs parents. Papa, peux-tu faire ça? Moi, j'avais pas trop cet encadrement. C'est moi qui allais dans les arénas. C'est moi qui allais demander est-ce que vous commencez quand? Est-ce que vous donnez des cours? C'est moi j'étais au secondaire 1, puis j'allais dans des arénas pour demander des informations. Puis j'étais débrouillard, ça à quel point je voulais. Tu comprends? Pour revenir au rap, j'ai toujours aimé le rap, c'est comme la musique. Avant le bodybuilding, c'est mon tout. Je me réfugiais, là, je m'identifiais. Quand j'étais en colère, tu sais,
Ça prouvait du Wu-Tang, ça prouvait du... Moi j'aimais le West Coast. Moi, c'était Dr. Dre. Tu sais, Dr. Dre Snoop, là. Quand j'ai commencé à rapper, moi, j'avais tellement des mauvais commentaires par rapport à qui j'étais en tant que personne. Même quand j'étais bon, ils me disaient, « Ah ouais, toi, tu rappes, toi. T'es bon, mais ouais, t'es bon. » C'est juste pour pas dire que j'étais... Fait que tu vois, c'est dur de se faire accepter. Même les gens, là, qu'est-ce qui se passe avec l'être humain, c'est qu'une fois qu'ils font une image de toi, peu importe ce que tu deviens dans la vie, ils s'en rappellent tout le temps. Ouais. Fait que, tu sais, je vais nommer un nom qui me vient en tête, je vais dire quelqu'un comme Jay-Z. Tu sais, tout le monde admire Jay-Z parce que Jay-Z, il a des milliards, il est avec Beyoncé. Mais ceux qui ont connu Jay-Z au secondaire, ils vont encore voir Jay-Z tel qu'ils le voyaient au secondaire parce que c'est leur image. C'est pour ça que le secondaire, c'est une place dans ton histoire de vie qui te marque. Les gens vont t'identifier à ça pour le restant de ta vie. Si tu étais cool, ah ouais, ils vont toujours te rappeler comme toi quand tu étais cool. Ouais. Si tu étais poche et que tu deviens populaire, c'est plate à dire, mais ils vont se rappeler quand tu étais poche. Ils vont ramener. Ouais. Puis je le vis encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand j'étais au secondaire, j'étais maigre. Tu sais, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ça, pour ceux qui... Il est plus maigre. Ah. Il est rendu costaud. La photo sur la présentation du show, c'est lui aujourd'hui. Il y a une histoire derrière ça. J'étais maigre. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Je me suis dit, plus jamais. Je voulais être gros pour faire peur. Je voulais être gros pour bûcher du... J'étais rendu à une place dans ma vie, je voulais bûcher du monde. Je me suis dit, je vais me venger sur tous eux autres. Puis qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Même au gym, des fois, on va me reconnaître, puis on va toujours se rappeler de moi au secondaire. Quand on parle de moi, on dit, yo, Serge, j'étais maigre, hein? Serge, oh, c'est le jour, la nuit aujourd'hui. Ouais. Tu sais, ils ont une fierté, mais leur fierté ramène encore à l'ancien. Il faut qu'ils ramènent le passé pour dire que où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. C'est comme, OK. Est-ce que moi, je suis impressionné? Est-ce que je me sens fier de ça aujourd'hui? Pas en tout. Mais pas pantoute. Tu sais, pour eux autres, c'est sûr que c'est probablement un contraste. Là. Puis peut-être qu'ils disent aussi avec une certaine gentillesse puis une certaine admiration. T'sais, en passant, je vais répondre à vos questions plus tard. Des fois, les gens vont ramener des trucs, mais il y a de la gentillesse là-dedans, puis il y a de la fierté. T'sais. C'est sûr que le fruit de ton travail, le fruit de ton parcours vient rapporter à un moment donné quand tu arrives à garder une certaine intégrité dans qu'est-ce que tu fais. Tu sais, il y a trop de personnes qui abandonnent. Moi, j'étais un people pleaser avant. Malade. Parce que j'aimais pas que les gens me voyaient mal. Parce que je suis quelqu'un à la base qui a tellement... Je vais pas dire que j'ai beaucoup d'amour à donner. Je suis quelqu'un qui veut toujours... J'ai pas de hate, moi. J'ai pas de hate pour qui que ce soit. Dès que tu réussis, tu me verras jamais comme lui, elle, jamais. Tu sais, puis ça, c'est une partie de moi que je veux garder parce que, tu sais, j'ai pu garder un orgueil. Mais je m'en suis servi pour me construire. Puis le bodybuilding, là, tu sais, j'ai passé de 165 livres à la fin de mon secondaire à peser 230 livres aujourd'hui. Et sous cette rage, cette colère, cette humiliation, je l'ai mis dans mon entraînement. Fait que moi, je pense que, tu me corrigeras si j'ai tort, Nick, je pense que la grosseur du bodybuilder va avec le trauma qu'il a vécu avant. Je pense que plus tu veux être gros, plus tu cherches à combler qu'est-ce que tu n'avais pas avant. Puis moi, je pense que, tu sais, je vais te dire pourquoi. Parce que moi, j'étudie les gens. Tu sais, je ne fais pas de la psychologie, mais avec le temps, tu analyses les gens. Les hommes d'affaires, là, ils ont-tu besoin d'être bif? Ils ont la confiance. Ils ont l'argent, ils ont le respect, ils peuvent se le payer. Ils n'ont pas besoin d'être bif. Et là, ça n'a pas besoin d'être bif pour avoir confiance. La plupart des gens qui s'entraînent comme ça, c'est pour combler quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Ouais. Ils veulent une certaine admiration, qu'on le veuille ou non. On peut mentir. Oh, j'aime trop le bodybuilding. Non, 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 non. Ben, écoute, t'es obligé, à un moment donné, ça devient un style de vie, ça devient une hygiène de vie. T'sais. Exact. Parce que, tu sais, ça reste que on fait des choix alimentaires, c'est la base. Puis, on fait des choix de passer 10 heures et plus par semaine au gym.
c'est un choix. Tu sais, à un moment donné, ça devient un style de vie, puis tu es habitué au début. Moi aussi, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'étais tout petit, puis j'avais hâte de devenir un homme. Tu sais, c'est ça. Probablement, je pense que ça peut avoir, oui, ça peut avoir un lien. Tu sais, au traumatisme, quand tu es petit, ben, à un moment donné, puis là, ben, tu finis. Tu sais, c'est sûr, quand tu deviens un peu plus imposant, ben, il y a comme il y a moins de chances de te battre. Ça change d'idée plus vite. Puis, avec la sagesse, ben, tu sais, toutes ces situations-là, on s'éloigne de ça. Et, Ferrer, maître de taekwondo, Clairvaux, il nous disait la meilleure façon de ne pas te blesser dans un combat, il dit c'est de partir. Ben lui, c'était pas un combat, c'est une bataille. Il nous éduquait les jeunes. Il nous disait la meilleure façon de ne pas vous blesser d'une bataille dans la rue, il dit partez avant que la bataille elle commence. Ouais. Va-t'en. Mais c'est vrai, dans bien des situations, tu as eu un traumatisme, ça t'a forgé ta personnalité plus tard. J'ai l'impression que ça fait partie de l'évolution des gens. Ça t'a fait évoluer au niveau physique, mais au niveau mental aussi. Là. Et ça, je revenais au mental. Une affaire que j'ai découvert dans mon parcours, encore là, à la fin de mon secondaire, écoute, j'ai tout fait pour devenir gros. J'achetais, tabarouette. Je me rappelle, là, tout mon petit cash, dans le temps que GNC existait, j'achetais mon magazine tous les mois. J'ai encore ma boîte à magazine. Combien de prend, j'allais l'acheter. Parce que ça, c'est dans le temps que j'avais pas les connaissances, là. J'étais pas encore entraîneur dans ce temps-là. J'étais prêt à faire qu'est-ce qu'il fallait. Je mangeais, j'achetais les créatines. Tu sais, dans le temps que, tu sais, Muscle Tech, là, t'avais CreaCore, là. Ouais. En tout cas, j'oublie, je sais pas si c'est comme ça que ça s'écrivait. Ça, en tout cas, whatever. Puis, la fin, j'ai compris. Je me suis entraîné. À un moment donné, ça suffisait plus. À un moment donné, où est-ce que j'ai vu où la limitation de devenir gros s'arrêtait, il y avait des phases dans ma vie où avoir des muscles ne servait absolument à rien. Quand ta blonde te laisse. T'as beau avoir 230 livres kilos de muscles, là, quand ta blonde te laisse puis tu l'aimes, là, ben, t'es démoli, tu manges plus tes repas, tu t'entraînes plus, t'es plus motivé. Fait que rendu là, tu sais, il y a personne qui se dit que, ah, elle m'a laissé, fuck that, j'ai mis les muscles. Non. Ton mental est affecté. Tu perds ta job. Ben là, t'as plus le temps de t'entraîner, il faut que tu trouves une job, fait que ton mental est affecté. T'as problèmes familiaux, maternels, paternels ou même matrimonial à la maison. À un moment donné, je me suis dit comme ça, ben, c'est bien beau que je muscle mon corps, mais il faut que je muscle mon mental aussi. Parce que si le mental n'est pas musclé, ça ne sert à rien. Je me suis mis à faire beaucoup d'introspection. Puis j'ai compris que avant même je continuais pareil, mais je focalisais beaucoup bâtir mon mental. Et c'est là que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Puis Dieu m'a beaucoup aidé dans mon parcours, énormément. Puis, en ayant un esprit fortifié, mais il y avait certains combats dans ma vie que j'étais capable d'absorber. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer dans les gyms. La plupart des gens viennent pour un physique, pas pour la santé. Donc, si tu viens pour une raison esthétique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une partie en toi qui manque, qui n'est pas comblée, que tu as besoin de faire valider par autrui. Au fond, le gym devient comme un hôpital. Parce que si tu viens dans un gym, quelque part, il y a une partie de toi qui n'est pas bien. Une manière dont je vois les choses. Quand je reçois les clients, la psychologie que je dois faire avec eux, dans le sens que j'écoute leur histoire, tu vois beaucoup que leur esthétique est liée comme mon conjoint ne me regarde plus. Je suis plus dans ma robe. Je peux courir jouer avec mes enfants. J'ai rarement eu un client qui est venu me dire, Serge, j'ai besoin de m'entraîner pour rehausser ma santé. C'est des choses mentales. Ils viennent déjà avec une faiblesse psychologique qu'il faut aider à rehausser pendant l'entraînement. C'est quelque chose que je fais avec mes clients. Je les entraîne pour la vie. Parce que moi, je veux qu'ils ont le mental assez fort. Moi, je les pousse comme des malades. Pourquoi? Je veux qu'ils apprennent à toffer. Quand tu conditionnes ton cerveau, tu es plus en état, plus à capacité de
résister, de passer à travers certaines choses parce que tu as appris à passer à travers des niveaux de douleur. Nous, en tant que bodybuilder, il y a des niveaux de douleur qu'on a passés, là. Ah ouais. Tu sais, le genre de douleur là, qui te fait pleurer, verser des larmes rouges, là, ouais. Il y a encore des fois que je me lève le matin, là, je fais beaucoup plus d'étirements. Ouais, c'est ça, avec l'âge. Là, ouais. On m'a recommandé de commencer à m'étirer. Ben, c'est ça, on se lève le matin des fois, puis Mais, on sent comme une vieille maison. Ouais. Je veux que les gens comprennent que le physique, c'est quelque chose qui peut ternir n'importe quand. Ouais. Quand tu as un esprit fort, tu es capable de outlast plus longtemps. Puis c'est quelque chose que je fais avec mes clients. C'est extrêmement important. Parce que, encore là, la pandémie est arrivée, on sait tous c'est quoi la pandémie. Ouais. Le trois quarts des personnes, c'est quoi qui arrivait? Il n'y avait plus de gym, ils se démotivaient. Uber. Ouais. Au début, là, quand les gyms ont réouvert, c'est quoi que le trois quarts du monde me disait? C'est la pandémie. Ouais. Ben, OK, je comprends que c'est la pandémie. Mais les gyms étaient fermés. Pourquoi moi, j'ai pas dit la pandémie? Je me suis entraîné dehors. Puis c'est ça. J'ai pas pris la pandémie comme excuse. Tu comprends? C'est pas dans la vie de la personne, mais de notre côté, de prendre la pandémie comme excuse pour laisser d'avoir pris 30, 40, 50 livres pendant la pandémie. À un moment donné, jusqu'à quel point tu laisses les circonstances de la vie t'affecter. Et c'est là que je te dis, le mental rentre en ligne de compte. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, avant la pandémie, je m'entraînais 4-5 fois par jour. Mais pourquoi tu as laissé la pandémie te stopper? Faut être imaginatif à un moment donné. Il faut trouver, OK, ben, tu regardes. Ben, écoute, on parle du 40-50 livres ramassés pendant la pandémie. Tu sais, c'est pas la pandémie qui a fait manger la bouffe. Parce que souvent, tu sais, c'est les calories extra qui font que tu dépenses moins de calories. Tu peux être chez vous, il y a plein des façons. Tu n'as pas vraiment besoin d'un gym à court terme. Techniquement, tu aurais pu faire tes 10 000 pas. Tu peux faire tes 10 000 pas. Tu peux faire des push-ups, il y a plein des affaires. Maintenant, les parcs, là, ils ont certains parcs, ils ont des gyms, des genres de mini-gyms intégrés. Ouais. Puis encore là, tu sais, tu peux t'acheter des poids. Il y a des YouTube. Il y a tu sais, tu as pu utiliser YouTube. Mais ça, c'est fou, hein? Tu parles de ça. Je parle avec des jeunes aujourd'hui. Okay. Des jeunes, là, ils ont 18, 19 ans. Et moi, je parle avec eux au gym. Et souvent, ça tourne autour de la nutrition, puis tout. Puis je lui dis, vous, là, il y a tellement d'erreurs que nous, dans notre génération, on a fait que vous ne ferez pas. Parce que vous avez tellement accès à des infos. Nous, c'était ça. Tu avais Muscle dans le temps, tu avais des protéines, tu avais chocolat ou... Vanille. Tu as chocolat à la menthe. Des BCAA au gummy bear, puis tout. Tu sais, nous, là, tu sais, des acides aminés, là, les amis, là, les pelules, c'était gros de même. Je sais. 10 avant, tu sais, Animal Pack, là, tu te rappelles la liste en barouette. Oui. En fait, des cailles des roches que tu t'avais avalé. Ah, c'était fou, là, tu sais. Ou, tu sais, il y avait les petites éprouvettes de foie qu'on cassait à 2 piastres. Oui, je me rappelle. Ah, boy. Ça goûtait yam. Mais encore là, malgré tout ça, on fait quand même 10 fois moins d'erreurs que la nouvelle génération avec toute l'information. Pourquoi il y en a trop? Ben, tu sais, ce que tu me disais tantôt, tu sais, tu dis le mental, puis c'est tellement vrai, puis c'est encore ça. L'entraînement, c'est un marathon, c'est long. Tu sais, oui, les gens y rentrent parce qu'ils veulent des changements physiques, puis ils se rendent compte que s'ils n'embrassent pas le processus, ben, tu sais, peu importe ce que tu veux changer sur ton corps, ça, c'est le résultat. Pour arriver au résultat, il faut qu'il y ait un processus continu. Ouais, mais on va en venir au processus. Si je parle au niveau marketing, en tant qu'entraîneur, pourquoi, selon toi, on vend des 3 mois puis des 6 mois? Parce que les gens, ils ne conçoivent pas le concept que ça va prendre 1 an, 2 ans. Eux, ils disent, 3 mois de transformation, c'est vendeur. 3 mois, si j'ai juste 3 mois, je vais avoir la chip que je veux. On est obligé de leur vendre. Parce qu'on vit dans une société où les gens ne veulent plus attendre. Moi, quand je me suis entraîné, j'ai commencé à 17 ans à m'entraîner. Là, j'en vais avoir 47 bientôt. J'ai jamais arrêté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne me suis jamais dit que ça devait me prendre 6 mois. J'ai dit que ça va me prendre le temps qu'il faut, coûte que coûte. Des fois, tu reçois un client, ça va prendre combien de temps avant que je vois des résultats?
Je me suis jamais posé la question. Moi, je dis que tant que ça apparaît pas, je continue. S'il faut que je pose 2 plates, s'il faut que je tire un chariot, j'allais le faire. Franchement, si je devais boire de la piste de cheval pour avoir la shape, je l'aurais faite. Ben, on l'a fait un peu, hein. Ça, je sais pas si c'est vrai. Ils disent que C'est un pris acide à partir aminé. du Mais rhume de qu'est-ce que taureau, je veux là. dire par là? Les gens ne veulent plus faire qu'est-ce qu'il faut, puis ils veulent pas prendre qu'est-ce qu'il y a à apprendre. Écoute, si je te dis, admettons que pour perdre tu sais, regarde, on s'entend bien. Dans une diète conventionnelle de bodybuilding, normalement, t'as pas beaucoup d'options de nourriture. Tu sais, on va y aller avec le classique riz, poulet, brocoli, patates douces, viande hachée. Tu sais, on y va avec le classique. Mais là, de nos jours, maintenant, quand tu fais un plat, les pour remplacer la viande, ça fait 3 jours que j'en mange, ça tue autre chose. C'est comme, les gens veulent les résultats à leur convenance. Ouais. Puis ils veulent pas que tu leur dises que c'est pas possible. Ils veulent que tu leur changes parce que, bon, ok, tu sais, change-le moi. Les gens veulent plus travailler aussi fort, ils veulent pas pousser. Puis quand je les entraîne, puis quand ils se rendent compte que, oh, tabarouille, je me suis jamais entraîné comme ça, tu sais, il y en a qui ont eu 3 4 entraîneurs, puis ils ont jamais eu ce qu'ils ont eu avec moi. Parce que moi, je leur montre c'est quoi la voie. Puis la voie, elle est pas facile. La route, elle est épineuse, mais c'est le chemin. Je vais pas te dérouler le tapis rouge, là. S'il faut que tu te fasses piquer par les épines, tu vas te piquer par les épines, mais je te garantis qu'après, tu vas sortir victorieux. C'est ça l'affaire. Les gens, des fois, il faut que tu leur imposes qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Au fond, finalement, les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent. Les gens, ils viennent te voir en pensant qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont de besoin, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Ils ne savent pas. Exact. Des fois, ils rentrent, ils savent pas ce qu'ils ont besoin, mais ils le retrouvent chez vous. Peu importe, tu vas coacher les gens pour le bodybuilding, pour le fitness, c'est une discipline, comme d'autres disciplines sportives. Puis souvent, tu rentres dans un sport, tu es attiré par quelque chose, mais après 30 ans, tu te rends compte que ce qui t'attirait au début... Dans mon cas, j'ai 51 ans. Moi, je vais chercher mes endorphines. Quand je vais m'entraîner, chaque entraînement, je fais comme si c'était le dernier. Puis je vais brûler mes calories, puis je vais chercher mes endorphines. C'est ça qui est ma drogue. C'est pour ça que j'ai pu continuer. Des fois, ça dépend de la saison. Mais on mange pour le gym, puis à un moment donné, ben, on va au gym aussi parce qu'on aime manger. Dans mon cas, j'aimais vraiment le fait de démolir mon corps. Mon corps était une drogue. J'ai une excitation folle à me démolir. Je sais pas pourquoi j'aime ça. Il y en a qui disent comment c'est pas normal d'aimer le gym au point de souffrir. Moi, là, plus je souffre, plus j'aime ça. Ben, ça me rend vivant. Si on parle du bodybuilding pur et dur, on déchire de la fibre, absolument. On se repose, on se nourrit, on recommence. Quand on déchire de la fibre, ben, des fois, ça fait mal. Puis, quand ça fait longtemps que tu fais ça, ben, c'est sûr que tu vas déchirer ta fibre, tu vas faire tes mouvements isolés avec des poids qui sont beaucoup plus lourds que quand on a commencé. Puis ça devient notre réalité. Oui. Des fois, je m'entraîne avec d'autres gars, puis des fois, je suis comme, on brûle autant d'énergie de prendre les dumbbells puis de les amener au banc que de faire le set. Tu es obligé de prendre un break rendu. Je comprends. Mais c'est assez incroyable que ça t'a amené quand même, tu vois, comme cette notion-là que toi, dans le fond, au début, c'est ça, tu as commencé à t'entraîner parce que tu avais eu certains traumatismes. Exactement. Je vais me réaliser à travers de cette discipline. Exactement, oui. Puis qu'est-ce que j'aime avec le culturisme, bodybuilding, je trouve que c'est une discipline, et pour moi, c'est un art. On ne peut pas prendre le mérite à ta place. C'est toi qui t'entraînes. Il n'y a personne qui prend les poids pour toi et qui te les pousse à ta place. Il n'y a personne qui dit « Ah, il a sa chef grâce à moi ». Tu as poussé les charges, tu as fait tes devoirs, c'est toi qui as souffert, c'est toi qui devais manger ta bouffe, c'est toi qui as appris qu'est-ce que tu avais besoin de prendre. Je trouve que c'est un sport où tu peux te regarder et dire « J'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire ». Personne ne peut venir te downgrade en disant ah, « La seule raison pour que tu es comme ça, c'est grâce à moi ». Tu sais, encore là, tu sais, quelqu'un peut te prêter des sous pour ouvrir une entreprise, puis il peut te revenir 10 ans plus tard, regarde-les, s'il savait que c'est mon 10 000 pièces qu'il a mis là, tu sais, il y a du monde fendant de même. Mais personne ne peut dire que t'es 300 livres de muscles, bon, 300 livres,
Mais toi, c'est 350, là. Ouais. Non, ouais, j'étais à 230, moi aussi. Ah, OK. Ouais. Tu comprends? Tu comprends le poids qu'est-ce que je santé veux des dire? gars de Saint-Pierre. Ouais. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est quelque chose que tu peux te regarder puis être fier de ton accomplissement, de ta progression. Ouais. Tu sais, on peut te montrer la voie, mais at the end of the day, c'est toi qui fais le travail. Ouais. Quand un coach te donne une diète ou un plan d'entraînement, il te montre comment faire, il te donne le patron. Si tu ne suis pas, ça ne sert absolument à rien. C'est- Faut que tu fasses le travail. S'il te dit de le faire 4 séries 12 et tu restes toujours à la même charge pendant 6 mois, tu as donné le plan, mais toi, tu as essayé de level up. Tu sais, tu comprends une recette, tu sais, quand on te donne une recette, oui, tu as su à la lettre, mais à un moment donné, tu arrives. Bon, si je mettrais un peu d'origan, ça ferait quoi? Tu sais, c'est niaiseux, mais ça commence comme ça. Parce que, je vais t'expliquer. Dans la vie, là, qu'est-ce qui fait la grandeur de tout le monde dans chaque domaine? C'est le petit grain de sel qu'ils ajoutent. Tout le monde, bon, je ne vais pas dire tout le monde cuisine, mais pourquoi il y a des grands chefs? Parce qu'ils sont sortis du lot. Ouais. Ils sont sortis du lot. Des entrepreneurs, t'en as plein. On parle d'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui fait qu'on raconte leur histoire? Ils sont sortis du lot. Ils ont fait quelque chose qui sont comme out of the box. Tu sais, si 10 ont pris ce couloir-là, mais lui, mais pourquoi tout le monde va là? Il arrive quoi si je vais là, moi? Papa. C'est ça la différence. Le oser. C'est le côté téméraire et hors norme qui fait la différence. Tout le monde peut tout faire. Tout le monde peut chanter. Mais pourquoi Beyoncé est Beyoncé et t'as une autre qui habite peut-être à Mata, Saint-Jean-de-Mata. Elle chante aussi bien, mais elle a peut-être pas fait le même parcours. Elle a peut-être pas rencontré les bonnes personnes. Ouais. C'est la différence. Tu sais, quand je faisais mon cours de lancement d'entreprise en 2014, il y a un collègue de classe qui m'a dit, Serge, c'est quoi la différence entre un homme ordinaire et un homme extraordinaire? Moi, j'étais comme... Tu sais, des fois, on te pose une question simple, puis tu es en train d'essayer de trouver la réponse la plus scientifique. Il m'a dit, c'est le extra. Le extra effort, le extra discipline, le extra de tout. Tout ce que tu fais d'extraordinaire, c'est comme, ça m'a marqué jusqu'à ce jour. C'est aussi simple que ça. C'est le extra que tu fais. Qu'est-ce que tu fais que les autres ne font pas? Mon coach, il m'a toujours dit, fais toujours qu'est-ce que les autres n'oseraient pas faire. Et c'est ça qui fait que tu te démarques des autres. Parce que les gens admirent toujours qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est pour ça que les gens vont dans des concerts. Ils payent pour voir quelque chose qu'ils rêveraient d'être, qu'ils n'arriveront jamais. C'est ça la différence. Ouais, c'est vrai pareil. T'sais, tu vas vouloir voir quelque chose qui va t'épater, tu vas voir quelque chose que toi, t'es pas capable de Je voir. suis un fan de lutte. Je m'en vais dans des galas de lutte de temps à autre. Ces gars-là. Pareil. Moi, j'y regarde puis j'ai mal. C'est comme un petit enfant de 6 ans quand je rentre encore là-dedans. Fait que, bon, c'est ça. Ben, c'est des athlètes. Les gens vont dire que c'est fake, mais bouger comme ça, sauter d'une troisième corde, c'est pas du tapis. Ils tombent pas dans la mousse. C'est du bois, là. C'est fou. J'ai vu une autre fois sur Netflix un film là-dessus. C'était vraiment intéressant. Ah ouais, mais les coups de chaise, c'est pas de l'aluminium. tu sais, quand le gars il se déplace une vertèbre, c'est vrai, c'est pas un fake. Absolument. Ils se cassent des os, là, Oui. ils finissent. Leur carrière sont quasiment. Oui, c'est les antidouleurs full pin, là. Ouais. Puis, Ah ouais. puis il y a eu combien de lutteurs qui sont morts d'overdose, de ci, de ça. Oui, puis à un moment donné, c'est dur sur le mental de suivre la cadence. C'est rough. Puis Pour tu vrai, voyages, des voyages, tu sors de New York, tu s'en vas à Chicago, Chicago à Montréal, Montréal, tu s'en vas en France, puis sans arrêt, puis tu sautes. À un moment donné, c'est fait... rock and roll, c'est un C'est rock and roll. Mais il faut aimer ça. Ouais. Eux, encore là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font qu'est-ce que les autres oseraient pas. D'être capable de prendre des coups de chaise, d'être capable de se cisailler le front pour saigner. Faut le faire, là. On se coupe sur une feuille de papier, on veut mourir. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Fait un Tu peu sais, cut. tu comprends? C'est vrai, Alex. Ça Tu sais, tu comprends? Fait que... yeah. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas. Parce que les gens, les amis qui regardaient le direct, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, à la fin de la présente émission, on va faire le tour de
de vos... Puis là, ben juste... Ah, OK, ouais, OK, j'ai les... Ah, OK, merci, Annie. Ouais, on va faire le tour à la fin des commentaires. Là, tu as commencé à t'entraîner. Ouais. Tu as travaillé dans d'autres choses. Parce que là, t'es entraîneur actuellement. T'es plus connu que ce que les gens peuvent penser voir sur les réseaux parce que tu as une solide réputation. Les gens rentrent dans ton église d'entraînement, puis ça transforme leur vie. Oui, absolument. T'sais, moi, je te connais parce que ben, tu es un ami, puis parce qu'on connaît les mêmes gars, puis on a fait affaire ensemble dans d'autres choses. C'est assez incroyable parce que dans notre génération, on en voit tellement des entraîneurs, des entraîneurs là, qui... T'en as à chaque tuile de plancher. Moi, j'appelle ça des TikTok. Il y en a des bons, il y en a des bons. Il y en a des chums communs qui sont des bons entraîneurs. Excellent, absolument. Mais il y a tellement de... Il y a tellement des hurlus-berlus là-dedans. Hey, j'ai placé mon mot, c'est hurlus-berlus. Il y a tellement des drôles de gars qui arrivent avec des histoires à dormir debout. Puis toujours cette affaire qui vous disent, là, en 3 mois, je vais changer votre vie sans effort. Oh, ben oui, c'est certain. Si ça marche, il y en a qui embarquent là-dedans puis qui vont payer ce que ça vaut pour avoir... C'est la même manière que les personnes vont embarquer sur l'Ozempic, la pilule magique. À un moment donné, j'ai fait une story... Tu connais-tu le thé chinois, là? Tu sais, le thé chinois? Bon, ouais. Ouais. J'ai fait un post dessus, j'ai fait une story. Tu sais, j'ai fait un montage. Pour tous ceux qui veulent des résultats rapides, prenez ce thé. Sinon, en bas, j'ai mis, si vous voulez des résultats durables, mais contactez-moi avec mon logo. Ouais. Je reçois des DM. On peut trouver où ce thé? OK, c'était pas l'idée du post. Ouais, Le post, c'était de vous faire réaliser que... C'est comme... J'étais assez ébahi par le fait qu'on me demandait où était le thé plutôt que mes services. Les gens ne veulent pas faire l'effort. Les gens veulent la solution. Ils se disent qu'en prenant un thé, ils vont baisser leur gras viscéral en shot. Ouais, c'est ça. On est assujetti à voir beaucoup de ces cas-là. Okay? Oui. Puis les réseaux, ça l'aide rien. Il y a comme, absolument pas. Mais, tu sais, à quelque part, tu sais, toi, ce qui t'a amené maintenant, ben c'est ton approche. Je leur donne des choses. J'ai pas peur de leur dire la réalité des choses. Je tiens à cœur la santé de mes clients. Moi, une affaire que j'ai compris dans la vie, c'est que je leur donne ce que j'aurais aimé avoir. Tu veux le bien de tout le monde parce que quand tu vois quelqu'un, les gens bien alentour de toi, c'est une forme de salaire. Ouais. Parce que, waouh, j'ai réussi à contribuer au bien-être de un tel, une telle. Tu sais, il y a des choses qui ne se payent pas en argent. Puis t'en as-tu de ça, je vais dire un anglicisme, des feedbacks, des retours? Ah oui, absolument. J'en ai à chaque année. J'ai des personnes qui me disent merci Serge de ta patience, merci pour les conseils, merci de... Tu sais, je fais des suivis avec tous mes clients. Puis tu sais, puis je leur donne la bonne information. Quand ils ont un souci, tu sais, j'ai quand même la transparence de leur dire que je sais pas tout. Parce que souvent, les entraîneurs, quand on est établi, on prend souvent la responsabilité du médecin. On se dit que ben, tu es entraîneur, tu es censé tout savoir. Non, la personne qui croit tout savoir ne sait rien. Chaque personne est un cas différent. C'est pour ça, des fois, que, tu sais, il y a des coachs qui vont donner le même programme à 50 personnes, tu sais, blueprint, mais il y a un métabolisme, une balance hormonale, il y a un mode de vie, il y a des habitudes alimentaires, il y a une morphologie à considérer. Tu sais, j'ai eu tellement de cas où j'ai dû me casser la tête pour trouver la solution, puis pourtant, j'ai étudié, j'ai des livres à l'appui, j'ai pris des cours, j'apprends encore parce que ça me passionne. Ouais. La forme physique, le corps humain est quelque chose qui me passionne. Fait que quand j'arrive avec un cas, un beau défi. OK, comment je l'aide là-dedans? Fait que là, c'est comme, je tweak, je fais des essais-erreurs. Il faut aussi être capable d'accepter de faire des erreurs. Parce qu'on dirait que quand tu fais une erreur avec un client, mais tu penses que le client va te regarder mal. Écoute, il y a des erreurs qui peuvent être calculées. Tu sais, puis selon moi, la personne qui a peur d'échouer ne va jamais réussir.
Ça, je l'ai compris parce que moi, je suis quelqu'un qui est perfectionniste à la base. Comme j'ai dit, j'aime pas perdre, mais je suis quelqu'un de perfectionniste dans le sens que j'aime pas qu'on pense que je suis pas bon. Qu'est-ce qui m'a amené à être comme ça, c'est mes traumas d'avant. On m'a tellement downgrade que je suis rendu à un point dans ma vie, je devais être excellent dans tout ce que je fais. Ouais. Dans mon service, dans mon approche, dans mon training. Chaque entraînement doit être calculé pour que le résultat donne ça. Je pouvais pas me permettre d'avoir des marges d'erreur. Fait que je faisais tout en sorte pour que tout soit on point. Fait que si je fais une erreur, premièrement, ça rentre déjà moi dans mon orgueil avant que le client s'en rende compte. Mais avec le temps, la vieillesse, j'ai appris à être plus sage puis d'accepter que je sais pas tout, mais que je suis prêt à chercher l'information ou la ressource nécessaire. Ou sinon, regarde, si je suis pas capable de le faire, je vais te dire, on va voir un tel. Faut que je sois capable de le faire, ça. Selon toi, une erreur, quand tu parles d'erreur, moi j'ai une idée, mais pour les gens qui regardent le direct, qui sera peut-être pas en direct quand ils vont regarder la vidéo. Hey, salut TikTok, je vous ai pas oublié. Non, mais des fois, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a au bord du téléphone, je le vois pas d'ici, mais je vous promets que les prochains shows, on va changer le setup un petit peu. Mais quand tu me parles d'erreur, pour toi, une erreur, là, parce que je te connais, pour toi, une erreur, ça serait quoi que tu peux faire que tu dis, ah, ça, je m'en suis voulu, puis ça va être une erreur incroyable. Pour nous, de l'extérieur, on va faire, tu sais, cortisol élevé, fait que je pourrais pas savoir. Une erreur, c'est surtout quand je fais des diètes. Des fois, tu sais, moi là, qu'est-ce que je fais avec mes clients, c'est que je fais toujours une évaluation de base. Pourquoi? Parce que encore là, chaque personne est unique dans son genre. Fait que j'apprends son historique, j'apprends ses patterns, toutes les choses que j'ai énumérées, balance hormonale, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu travailles est-ce que ton travail est sédentaire, est-ce que tu es quelqu'un qui bouge beaucoup. Puis Niveau de des fois, stress. tu sais, encore là, l'affaire qu'il y a, pour moi, c'est une erreur parce que je m'attends toujours à donner le bon plan à la personne au départ. Et les premières semaines de la diète, c'est là que le test se fait. Puis c'est déjà arrivé que j'ai trop baissé les calories d'une personne parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai déjà eu une cliente qui n'arrivait pas à perdre comme elle devait perdre. Tu sais, admettons là, sur 10 personnes, t'en as 9, ça fonctionne. Puis là, tu te dis, cette stratégie va fonctionner avec toi. Puis là, c'est comme, là, tu la mets sur le protocole. Puis là, tu te rends compte que ça ne donne pas le même résultat. Puis là, c'est comme, tu changes le plan, ça ne fonctionne pas. Puis là, à un moment donné, je me sentais un peu, mais pourtant, je connais mes affaires. C'était plus ça dans mes erreurs, mais je veux te dire, mes marges d'erreur sont petites. Mais la petite erreur, elle me gosse assez. Ouais, c'est parce que des fois, c'est ça, comme là, ce que je comprends, c'est que tu y avais pas laissé assez de gaz dans sa diète. Fait que quand elle allait s'entraîner, elle faisait pas l'extra pour avoir le résultat qu'elle venait. Non. Ben, non, 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 non. Mais je pense que c'est plus au niveau. Ouais, je pense que c'est plus au niveau de mode de vie. Je dis pas que la personne n'a pas fait qu'est-ce qu'elle a à faire. Je peux pas dire ça. J'ai peut-être pas considéré certains éléments dans son alimentation. Fait que c'est venu à faire que le poids a stagné pendant un certain nombre de temps. Puis à un moment donné, ça a fonctionné moins bien. J'ai une question pour toi. On n'en a pas parlé. La diète carnivore, qu'est-ce que tu penses de ça? Je l'ai pas essayé, mais c'est une approche qui m'intéresse. Vous, C'est les juste amis, qu'il vous est bien faites juste manger carencé. bien de la viande, Mais puis c'est rien très d'autre. carencé par contre. Ben oui. Ben, déjà, t'as pas de green, t'as pas de T'as légumes. pas de green, puis tu peux pas juste protéines, mais tu sais, c'est quelque chose que je vais peut-être essayer pendant 2, 3 semaines pour voir. Ouais. Mais moi, c'est un meat lover. Fait que, tu sais, quand tu me dis carnivore, C'est ça, c'est n'importe quoi. Vous mangez la viande que vous voulez. Vous faites juste manger jusqu'à temps de ne plus avoir faim, mais juste de la viande. à un moment donné, Puis il y a le cholestérol. Si tu manges du steak matin, midi, soir, au début, tu vas trouver ça drôle. Tu vas prendre des photos. Tu vas dire, j'aime mon coach, j'aime ma vie. C'est quoi le lifestyle, Trendy? Lifestyle? ouais, là, ça, Ben, là, ouais. après 2 semaines que tu manges 21 steaks par jour, là, par semaine. Mais moi, mon approche, vraiment, ma force, c'est avec les clients. Où est-ce que peut-être fait des erreurs, c'est dans la diète keto. Ouais, OK. Moi, je suis un expert en keto. Le keto, Ok. je l'ai découvert pendant la pandémie. Ouais. Parce que j'ai lu un livre
que j'ai dans ma bibliothèque. Au lieu de faire des TikTok, moi, je faisais des certificats pour alimenter mes ressources personnelles sur le physique ou l'alimentation. Puis, on approche, tu peux manger moins de carbs, parce que moi, j'ai grandi dans la culture de manger des carbs. Oublie pas, je lisais des morceaux de développement. Moi, c'était Jay Cutler, Kai Green, puis Ronnie Coleman. Les gars qui roulent à 5-6 000 calories. Moi, le concept de ne pas manger de carbs, ça cliquait pas. Puis à un moment donné, je lisais ça. C'est un docteur qui s'appelait Mauro Pasquale. J'ai lu son livre, puis ça s'appelle The Anabolic Diet. Non, le Metabolic Diet, si je ne me trompe pas. Putain, je lis le livre, puis c'est une diète qui focusait sur une diète haute en calories, en gras, protéines modérées, puis très peu de carbs. Puis il m'a dit que les résultats de ces athlètes ont été incroyables. Sur la perte de gras, sur les performances, la clarité mentale, c'est comme... Moi, avant d'essayer quoi que ce soit chez mes clients, je l'essaye. Même mes programmes d'entraînement. Je ne donne pas de programme. Tu sais, il y a souvent des entraîneurs que eux, ils vont confectionner un programme en regardant sur YouTube. Ils vont agencer, OK, tu sais, je vais te donner un lat pull down. Après, je vais te donner un deadlift. Moi, je suis perfectionniste dans le sens que quand je fais un programme, je le teste avant. Parce que je veux être capable d'expliquer au client, c'est où tu vas le sentir. Et si le client me dit, ah, mais coach, c'est-tu normal que j'ai mal là? Oui, c'est normal. Pas comme, je sais pas, peut-être tu as mal fait ton mouvement. Non, parce que je m'assure de l'avoir maximisé avant de le donner. Moi, avant de donner un programme à un client, j'ai maximisé le... J'ai été à l'autre bout du monde avec. Ouais, tu l'as usé comme il faut. Ouais, fait que, tu sais, la diète, avant de déposer une diète à quelqu'un, parce qu'on parle quand même de sa santé, ben, je l'ai essayé avant. Moi, vu que j'avais quand même un taux de gras bas, la diète a peu fonctionné sur moi. J'ai peut-être perdu 10 livres dans un mois. Okay. Je l'ai essayé pendant un mois, puis c'est comme... Tu sais, tu as eu les symptômes, tu as eu le kilo flou qui était un mot de tête. Quand tu manques de sucre, ton cerveau te dit, hey Serge, tu fais quoi? Tu mangeais du riz, du pain. Après 3 semaines, 21 jours, le corps s'adapte. Puis là, j'ai ressenti une clarité mentale. C'est comme... Ça bat la caféine. Parce que tu as une énergie constante toute la journée. Mais encore là, c'est une diète qui est dure à soutenir sur un long terme. Surtout pour un bodybuilder. Razor sharp. Fait que tu avais le feeling. Ah ouais. T'étais T'as razor pas de sharp. crash. Ça, c'est quand tu rentres en cétose. Mais là, quand tu me dis que tu manges juste du gras, c'est quoi? On mange quoi? Du beurre d'amande, du bacon, puis... Bacon, beurre d'amande, beurre d'arachide naturel, avocat, beurre, fromage, c'est des huiles, des noix. Les œufs, on Oh, peut les les noix, blancs. les œufs. Les œufs. Là, qu'est-ce que j'ai avec la diète keto? C'est comme les suppléments aujourd'hui chez GNC. Tu sais, t'avais saveur vanille, chocolat. Mais là, maintenant, t'as des muffins, t'as des wraps, t'as des gummies, t'as des pains. T'as du chocolat. Quand le keto pas de est sucre, mais venu, juste là, avec du gras, t'avais peut-être 5 aliments que tu pouvais manger. Ouais. Fait que, tu sais, d'expliquer à un client que non, tu peux plus manger ça. Non, tu peux pas manger ce fruit-là parce qu'il est trop haut en sucre. Ton indice glycémique va monter. Ça spike ton insuline. Là, je peux pas manger une pomme. Non, parce que tu sais, dans la diète keto, là, c'est entre 70-75% de gras, 10 à 15% de glucides, et tu peux aller entre 15 et 20% de protéines. Fait que, tu sais, 10 à 15%, c'est environ... Normalement, en grammes, c'est entre 25 et 50 grammes de protéines, de glucides par jour. Une pomme en a 25. Fait que... Si dans ta diète, tu dois être strict, puis tu manges la pomme, c'est fait. Ton reste, là, tu prends des légumes. C'est dur, mais c'est un de mes plus grands succès en perte de poids. Ah, c'est incroyable. Parce que j'ai des clients qui ont perdu... C'est une des diètes que j'ai pu faire perdre aux gens beaucoup de poids sans aller au gym. Parce qu'on dit toujours que si tu ne brûles pas de calories, tu ne peux pas perdre. La diète keto est une des seules diètes que j'ai pu expérimenter sur moi-même, sur les clients, auxquels ils n'avaient pas besoin de s'entraîner pour perdre, jusqu'à ce jour. Wow. Tu vois? Parce que c'est pas tout le monde qui aime le gym. Non, c'est ça. Idéalement, j'aimerais que tout le monde s'entraîne, mais je peux pas leur... Le monde n'aime pas tout ça. Tu sais, j'ai mon grand frère, lui, il aimait jouer au hockey, au badminton. Il fallait qu'il y ait le mot « jouer ».
d'un sport. Ouais. Jouer au baseball, jouer n'importe ouais, quoi. ouais. Il jouait à la boxe aussi. Ça se dit pas bien. Ça se dit pas, super tu peux jouer à la boxe. Tu dis ça pour dire que lui, l'entraînement en salle, tu le perdais. Là. Il trouvait ça plate. Il regardait les autres. Il était comme, que je fais là? Tu sais. Absolument. Mais c'est ça. C'est pas fait pour tout le monde. Mais une diète comme ça, adaptée, ben déjà, si la personne est capable de régulariser son poids puis de brûler des graisses, c'est Oui, parce déjà qu'au bon, fond, là. la diète keto, c'est pas juste le fait de couper des carbs. Fait que tu donnes assez de carbs, le plus bas possible pour que ton corps fonctionne. Mais vu qu'on a le gras et le glucide, tu veux tricker ton cerveau à utiliser les gras à la place du sucre. Fait que là, il va brûler tes gras à un moment donné quand Exactement. t'as faim. Ouais. Ça Ok, joue je pas comprends. sur l'insuline. Ouais. Tu as une énergie clean. Fait que là, à un moment donné, tu as toujours t'as toujours ton énergie, sauf qu'à un moment donné, c'est que lui, il identifie le gras comme étant ta source Le primaire. carburant principal. Ouais. Exactement. Fait que là, ben, il va chercher du gras. C'est à comme un travers ton rewire organisme. d'énergie, au fond. Puis c'est bon intramusculaire aussi, des gras internes, puis Ben oui, des gras internes également aussi. Ouais, absolument. c'est fou. Ouais. Je dis pas que je le ferai pas. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. On a des questions. J'aimerais ça qu'on puisse les regarder ensemble. Bien sûr. En fait, c'est plus des commentaires. Maxime Patnaud nous félicite. Il te félicite pour ton cheminement. Merci, mon merci, amie Annie. Annie, elle m'a connu quand je commençais à m'entraîner, quand j'avais 15 ans. Elle pourrait dire, elle aussi, elle dirait, hey, Nick, quand il avait 15 ans, il était maigre. Mais bon. Annie, je te remercie beaucoup. Il y a Stéphane Lanto qui trouve que tu as une belle philosophie. Il aime ça. Puis, oui, en fait, c'est quelque chose que je tenais vraiment à partager avec vous parce que, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'entraîneurs, sauf qu'à un moment donné, ça reste que c'est des humains qui travaillent avec des humains. Ce qu'apporte Serge, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis pour vrai, on n'a même pas passé à travers toutes les questions. Imaginez, il va falloir qu'on en refasse un deuxième. À la demande Part générale, il y a Sam Goujon. Merci, Sam, pour ton beau commentaire qui dit que tu es un homme vraiment inspirant. Puis M. Fominski qui dit vraiment bien dit. Donc, merci beaucoup, Alex. Merci à tous. On va clôturer ça. Comme toutes les entrevues, on a passé 10% des questions. Ça a bien été, c'est le fun. Comment tu t'es senti? Ça va bien? T'es naturel. Ah, absolument. T'es fait pour ça. Je pense que oui. Je pense qu'il va falloir qu'on se revoie. J'ai une question pour toi. Bien sûr. J'aimerais ça qu'on finisse là-dessus parce que le gars que j'ai en avant de moi, dans 5 ans, c'est où qu'on va retrouver ce gars-là? Bonne Où question. c'est qu'il se voit dans 5 ans? Ça va être big. Je sais pas ce que Dieu va m'amener, mais où est-ce que je vais être dans 5 ans? Bonne question. Moi, une des premières choses que je recherche, c'est d'avoir une liberté dans tout ce que je fais. Et, tu sais, j'aimerais avoir mon propre gym. Quand je dis mon propre gym, genre comme The Rock. Tu sais, là, The Rock, là, tu sais, d'avoir mon gym personnel. D'être capable de voyager partout. Tu sais, je cherche une liberté de vie. Parce que, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup. Tu prends rarement des pauses, rarement des vacances. Je pense que là, en 2025, c'est la première année de toute ma vie que je prends des vacances pour moi. Wow. Je travaillais, ceux qui me connaissent, je travaille entre 8 et 12 heures par jour. Tu sais, des fois, même au Pro Gym, il y en a qui me disent, hey, coach, t'es encore là, t'es là la tête, t'es là le soir. C'est ma deuxième Dans vos maison. gyms, ouais. Je suis quelqu'un qui est passionné par ce que je fais. Je reprends rarement des vacances parce que je me donne beaucoup aux gens. Tu sais, puis, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu sais, on s'entend bien que, en comparatif avec le salarié, mais ton client est ton salaire. Fait que si t'es pas là, ben, t'as pas de cash. Ouais. C'est pour ça aussi que j'ai Ouais. parti ma ligne de vêtements. Ça, Ouais. ça fait partie de mes buts. J'essaie de devenir Reebok, Nike. Ben, j'ai sorti la marque Surge. Pourquoi? Parce que Serge, c'est Surge en anglais. Ouais. Puis Surge a une grande signification quand tu lis dans Google. Surge, c'est une poussée d'énergie.
C'est une vague, c'est un courant. Puis, non seulement je me le suis transmis, mais je le transmets à travers mes clients et je veux que les personnes qui vont porter ma marque de vêtements ressentent la même chose. Parce que, tu sais, quand tu portes quelque chose, on s'identifie à ce qu'on met sur soi. Ce n'est pas juste un chandail, un bracelet ou une casquette. Tu sais, on s'entend bien là que, tu sais, si... je sors un exemple stupide. Si là, tu apprends que ton héros d'enfance, là, c'est quelqu'un qui, malheureusement, qui a violé quelqu'un, puis il a sorti une marque là, de fou, on s'entend mieux qu'on le portera plus, même si c'est fresh. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie à la personne derrière le vêtement. Ouais. Fait que moi, je veux que les gens s'identifient d'une manière positive, puissante, inspirante. Tu sais, je veux que les gens se sentent bien. Quand j'ai sorti ma marque de vêtements, là, moi, je suis quelqu'un qui va loin. Tu sais, c'est beau que je m'en vais, je mets du Nike, du Under Armour, mais je veux quelque chose qui s'identifie à moi, avant tout. Au début, quand je l'ai sorti, je voulais même pas le vendre. J'ai commencé à mettre des vêtements pour moi. Puis à un moment donné, yo coach, hey, il est fresh, lui. T'en as-tu un pour moi? C'est comme, J'ai commencé à réfléchir, je me suis trouvé un fournisseur, puis là, la marque est partie. Donc, pour ceux qui sont intéressés, tu vas voir le live, tu pourras mettre de la merch dedans si tu veux montrer ce que tu as. D'accord. Ça pourrait être bon. C'est bon. Ben oui, quoi de mieux que d'avoir ton surnom sur un vêtement? Absolument. Probablement avec des vêtements comme ça m'inspire beaucoup. Tu m'inspires beaucoup. Merci. Une rencontre vraiment le fun. C'est ça, ce qui me flabbergaste. Flabbergaste. C'est que c'est ça. Écoute, on a quand même, tu sais, on avait un plan, puis ça a été tellement naturel, c'est le fun. Ouais. Tu sais, je te souhaite d'atteindre tous les objectifs. C'est gentil. Je te souhaite que le succès continue. Moi, je me souhaite de te recevoir dans le studio Bientôt. d'ici bientôt. Part 2. Puis, les amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder. C'était le podcast L'humain derrière l'entrepreneur. On avait avec nous Serge Durand. Donc, je vous remercie infiniment. N'oubliez pas, quand vous voyez la vidéo, partagez-le. Il faut que ce soit viral. C'est comme ça qu'on peut aider les gens que je rencontre. Que je vous remercie beaucoup. Et sur ça, écoute, merci encore. Une belle fin de soirée. Puis, les amis, soyez sages. Si vous faites le mal, faites le bien. Merci. Bonsoir.